Bonjour, je suis très contente d'être là. Moi aussi, je tenais à vous remercier l'équipe du Centre Jean Piaget pour votre invitation. Donc, je suis effectivement maître d'enseignement et de recherche. Je suis également à la base logopédiste. Et au sein de l'équipe de psycholinguistique et logopédie, je dirige l'équipe troubles du langage, évaluation et remédiation. Et donc, comme Christelle vous l'a dit, aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le trouble développemental du langage chez l'enfant. Mais avant de parler de troubles, je vais d'abord évoquer brièvement l'acquisition typique du langage oral chez l'enfant, puisque c'est une acquisition qui se fait étonnamment rapidement et sans effort manifeste. J'ai juste mis des extraits ici. Si on compare l'évolution entre le gazouillis d'un bébé de 4 mois, voilà, on ne va pas l'écouter pendant 2 heures non plus, je pense que tout le monde a compris l'idée. Et puis, 3 ans plus tard, les phrases qui peuvent être produites par un enfant typique de 3 ans et demi. Il n'a pas le droit de toucher les gens qui ne sont pas dans notre famille. Et les gens qui ne sont pas dans leur famille, ils peuvent attraper du coronavirus. À part la petite difficulté sur le mot complexe et long coronavirus, on a ici une phrase complexe produite par un jeune enfant qui fait plus d'une dizaine de mots, et donc tout ça en l'espace de finalement juste 3 ans. Si maintenant on détaille un petit peu le développement langagier du jeune enfant en détaillant par composante langagière, donc pour le développement phonologique en bref, donc la capacité à produire les sons, on a ici cette étude franco-québécoise, enfin sur le franco-québécois en tout cas, qui montre pour les différentes consonnes que vous voyez à gauche, qu'à partir de l'âge de 3 ans et demi, entre 3 ans et demi et 4 ans, on a une maîtrise pas forcément excellente, mais déjà très bonne, de l'ensemble des consonnes du français, en tout cas en français québécois, et toujours sur ces mêmes données, mais de manière un petit peu plus schématique. On voit ici les enfants de 5 ans qui maîtrisent toutes les consonnes. On a seulement celles qui sont en rouge, donc le se, che, ye et je, qui sont pour certains enfants pas encore complètement maîtrisés, mais vraiment en voie d'acquisition à cet âge. Donc un développement qui est rapide pour les développements de la phonologie. Précédemment, c'était sur le français québécois, mais grâce à ma collègue Margrethe Kio qui est ici, on a des données très récentes dans un article qui va être publié prochainement sur le français qui est parlé en Suisse romande. Et on voit ici pour les différentes, donc les voyelles et les consonnes, que pour les voyelles, on a un taux de production qui est déjà à 90% chez des enfants de 2 ans et demi. Les consonnes, c'est dès l'âge de 3 ans. Et pour ce qu'on appelle les clusters, donc les clusters consonantiques, c'est des suites de consonnes comme cre, gle, ble, qui sont acquis un petit peu plus tardivement, mais on voit qu'ils sont maîtrisés dès l'âge de 4 ans, et puis vous avez des exemples juste en dessous. Donc un développement rapide pour la phonologie. Pour le lexique, c'est-à-dire le vocabulaire, donc ici on a le nombre moyen de mots produits par les enfants en fonction de leur âge, donc c'est en mois. Chez les très jeunes enfants, forcément, on a une acquisition qui est très lente. Et puis ensuite, à l'âge de 18 mois, c'est ce que j'ai symbolisé avec les flèches, on a ce qu'on appelle le phénomène d'explosion lexicale qui amène à une accélération dans le nombre de mots produits par les jeunes enfants, ici jusqu'à l'âge de 30 mois. Et puis cette accélération, elle se poursuit ensuite parce que le lexique il continue de s'enrichir jusqu'à atteindre à l'âge adulte entre 20 000 et 50 000 mots différents qui sont produits avec une moyenne de 30 000. Donc on a vu la phonologie, le lexique. Pour le développement syntaxique, c'est aussi un développement qui est rapide entre les âges, entre les âges de 1 an ici et 5 ans. On a l'évolution de la longueur moyenne des énoncés, donc c'est le nombre moyen de mots par énoncé. À l'âge de 1 an, on a 1 mot en moyenne par énoncé, puisque c'est le stade du mot isolé. Et puis ensuite, on a une accélération rapide pour atteindre 6 mots en moyenne par énoncé à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui se passe après 5 ans ? Pour la longueur moyenne des énoncés, elle augmente encore un petit peu, mais on voit de manière beaucoup plus lente, pour atteindre une valeur adulte vers 11-14 ans, qui est de 8 mots en moyenne par énoncé. Et puis de la même manière, on observe encore chez les enfants de 4 ans, pour l'instant c'est des enfants typiques, à l'âge de 4 ans, on a encore un nombre important d'énoncés erronés, qui contiennent au moins une erreur grammaticale, et puis on voit que ce taux descend très fortement à partir de l'âge de 6 ans, pour atteindre des valeurs qui sont quasiment nulles à 11 et 14 ans. Donc, ces observations pour le développement typique du langage oral, elles valent donc pour les enfants qui bénéficient d'un développement typique. Mais nous, on rencontre
on rencontre au sein de la consultation, notamment en logopédie, des enfants pour lesquels ce n'est pas le cas et qui vont produire des énoncés de ce type. Par exemple, ici, pétacle pour spectacle, thermonètre pour thermomètre, casse pour casque, hélicoptère pour hélicoptère, qui a été produit, ce sont des énoncés qui ont été produits par une adolescente de 12 ans. Ici, elle se souvient qui va passer après, par un enfant de 11 ans, à la place de elle se souvient de ce qui va se passer après. Les jouets avec mes jouets eus à Noël, pour j'ai joué avec mes jouets que j'ai eu à Noël. Ici, c'était sur un récit sur image. Le petit garçon, il a tombé, cause d'un pierre. Après, elle dit à sa maman, mette un pansement, produit par une enfant de 7 ans et demi. On a d'autres exemples. La panthère, elle fait courir, ou bien encore, l'abeille, il me pique sur ici. Donc, tous ces énoncés sont des vrais énoncés qui ont été produits par des enfants qui présentent un trouble du langage oral. Alors, le trouble du langage oral, il peut être associé à une cause connue, ça peut être associé à une surdité, ça peut être associé à un trouble du spectre de l'autisme, à une déficience intellectuelle, à un trouble acquis, par exemple une lésion cérébrale. Et puis parfois, on n'a pas de cause évidente, pas de cause connue qui entraîne ce trouble du langage. Et dans ce cas-là, on va parler de trouble développemental du langage, donc qui est l'objet de mon intervention, qu'on appelle donc TDL. Et si on veut faire un bref détour par la terminologie justement du TDL, historiquement, on avait beaucoup de labels différents pour décrire le TDL. Donc on a beaucoup parlé de dysphasie, de troubles spécifiques du langage, de troubles primaires, ou bien encore de retard de langage ou de retard de parole. Maintenant, on privilégie, donc c'est un consensus, le terme trouble développemental du langage, qui est une traduction de l'anglais Developmental Language Disorders, qui a été proposé par l'équipe de Bishop et collaborateurs en 2017. Et donc, en français, on suit ce consensus, ce qui a notamment fait l'objet de cette conférence qui date de 2021, donc in French, DLD, donc en anglais, is TDL, donc trouble développemental du langage. Et puis vous voyez ici les pays, c'est vraiment une conférence qu'on a proposée avec plusieurs spécialistes du monde francophone, donc qui venaient de Belgique, du Canada, de France, de Suisse romande et puis du Liban. Alors maintenant, pour ce qui est des classifications, si je prends la classification la plus influente, c'est justement celle qui a été proposée par le projet Catalyse. Le projet Catalyse, c'était une étude qui était fondée sur la consultation d'experts dans le domaine et qui visait à établir un consensus à la fois sur la classification et sur la terminologie des troubles du langage oral. Et ils ont proposé ce type d'arbre décisionnel, donc je vais essayer de le simplifier. Donc supposons qu'on a un enfant qui présente des difficultés langagières. Si c'est un enfant bilingue, est-ce qu'il est compétent dans une autre langue, autrement dit dans sa langue maternelle? S'il n'a pas de difficulté dans sa langue maternelle, il n'a pas un trouble du langage, puisque si on a un trouble du langage, on va avoir un trouble du langage dans toutes les langues que l'on parle. Par contre, s'il a un trouble du langage également dans sa langue maternelle, on va pouvoir parler de trouble du langage, et là on va dissocier entre deux cas de figure. Soit c'est un trouble du langage associé à X ou associé avec X, comme un trouble du spectre de l'autisme, une surdité, une déficience intellectuelle. Et quand on n'a pas de cause, qu'on appelle des causes biomédicales connues, on va parler ici de trouble développemental du langage. Donc ici, c'est la classification Catalyse. Maintenant, si on veut voir juste rapidement les classifications internationales, on a la classification du DSM-5. Donc le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. C'est celui qui fait référence dans le domaine de la recherche. Et donc dans le DSM-5, on a le trouble du langage qui apparaît au sein des troubles neurodéveloppementaux et qui est donc caractérisé par des difficultés persistantes dans l'acquisition et l'utilisation du langage, avec des déficits en compréhension et ou en production du langage. Et puis après, c'est un petit peu décrit, donc avec un vocabulaire réduit, des structures de phrases limitées, des troubles, et puis aussi des troubles du discours, donc avoir un discours cohérent, être capable de faire une narration correcte, etc. Ça, c'était pour le DSM-5. On peut aussi évoquer la CIM-11, qui est la référence, la classification internationale des maladies qui a été établie par l'OMS et qui situe encore le trouble développemental du langage au sein des troubles neurodéveloppementaux. Après, la petite différence de cette classification, c'est qu'elle différencie le trouble suivant qu'il atteint uniquement le versant expressif ou alors suivant qu'il atteint le langage expressif et le langage réceptif. Auquel cas, on parlera d'une atteinte mixte dans ce cas-là.
Et donc, si on veut résumer les principales caractéristiques du TDL, c'est donc un trouble du langage développemental, persistant, qui a un impact fonctionnel sur la qualité de vie de l'individu, qui est associé à des facteurs de risque et qui entraîne des répercussions psychosociales. Il a une prévalence estimée à peu près entre 6 et 8%, donc c'est finalement un trouble qui est assez fréquent, alors qu'il est pourtant assez peu connu du grand public. D'ailleurs, c'était aussi l'objectif de cette présentation, de le faire mieux connaître. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais détailler chacune de ces caractéristiques en commençant par l'aspect trouble. Donc, quand on dit que c'est un trouble, ça veut dire que les enfants ils vont présenter des performances langagières qui vont être inférieures à la norme, inférieures aux enfants au développement typique. Et c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. Donc, il s'agit de résultats de 20 enfants avec TDL âgés de 6 à 12 ans, ce sont des enfants francophones ici, qui ont passé des tests langagiers standardisés, donc avec des normes. Et puis, donc en noir, on a la proportion d'enfants qui présentent des difficultés sévères, en gris foncé, ceux qui présentent des difficultés modérées, et puis en gris clair, je crois, ceux qui sont dans la norme. Et donc, on voit pour le domaine de la phonologie, donc en répétition de mots, que 100% des enfants TDL ont des scores déficitaires. Pour la morphosyntaxe, on a 80% d'enfants TDL qui présentent des troubles, qu'ils soient sévères ou modérés. Et puis, on a une atteinte un peu plus légère du vocabulaire, avec 40% d'enfants en difficulté sur cette tâche-là. Donc, on va détailler juste pour la phonologie et la morphosyntaxe. Pour évaluer la phonologie des enfants, souvent on utilise une épreuve de répétition de non-mots, donc des mots qui n'existent pas. C'est ce qui a été proposé dans cette étude, où on a 10 enfants TDL âgés de 6 à 8 ans, qui sont comparés à 14 enfants plus jeunes, au développement typique, de 5-6 ans. Alors, on voit ici, ce sont les enfants au développement typique, qui sont à plus de 90% en moyenne, donc ça ne leur pose pas du tout de difficulté de répéter des non-mots, alors que les enfants TDL, qui sont pourtant un petit peu plus âgés, on voit qu'ils ont des scores qui sont vraiment significativement plus faibles que ceux des enfants au développement typique. Pour la syntaxe, ici, c'est une étude que nous avons menée d'ailleurs, qui inclut 28 enfants TDL âgés de 5 à 14 ans, comparés à 48 enfants au développement typique de 5 à 13 ans, en compréhension et en répétition de phrases complexes, et aussi pour la longueur moyenne d'énoncé, le fait que les phrases soient plus ou moins longues, le nombre moyen de mots. Et donc là, on voit, si on regarde les chiffres, qu'on a une différence importante entre les scores des enfants TDL et ceux au développement typique pour toutes les mesures. Et puis, c'est d'autant plus marqué pour l'épreuve de répétition de phrases ici. On voit que sur un score maximal de 15, les enfants au développement typique, ils ont un score de 12. Et puis, les enfants TDL, ils sont seulement à 3,7 sur 15. Donc, un déficit vraiment important en syntaxe aussi. Alors maintenant, pour l'aspect développemental, donc dire que c'est un trouble développemental, ça veut dire que c'est un trouble qui intervient pendant la période de développement de l'enfant et généralement pendant la petite enfance. C'est-à-dire qu'il y avait un retard qui était présent dès le départ, dès les premières phases de développement. C'est ce qu'on peut voir ici, que les enfants TDL sont notamment souvent des parleurs tardifs, donc qui produisent leurs premiers mots à un âge plus avancé que les enfants en développement typique. Sur ce graphe, il représente le pourcentage d'enfants qui produit des mots à des âges donnés. On a en rouge à peu près la courbe des enfants au développement typique avec les garçons et les filles. On voit d'ailleurs que les courbes se superposent. Et donc chez les enfants au développement typique, à 12 mois, donc à 1 an, on a 50% des enfants qui produisent déjà plusieurs mots, enfin, quelques mots en tout cas. Si on regarde ici la courbe en bleu, ce sont des enfants avec un TDL sévère. Et on voit que si on s'intéresse à l'âge de 18 mois, on a seulement 10%, à peine plus de 10% des enfants qui seront diagnostiqués de TDL qui produisent quelques mots. Donc les autres vont produire leurs mots bien plus tardivement. Ça, c'est pour les mots. Pour les phrases, c'est-à-dire le fait de combiner des mots, de faire au moins une phrase avec 2 mots. En général, chez les enfants en développement typique, c'est une compétence qui va arriver aux alentours de 18 mois, entre 18 et 24 mois, on va dire. Et donc, on peut identifier des combineurs de mots tardifs à 24 mois, c'est-à-dire des enfants qui, à 2 ans, ne combinent pas encore de mots pour faire au moins une phrase de 2 mots. Et ce que montre cette étude, qui est plus récente, de Rudolph et Leonard en 2016, c'est que plus de la moitié des enfants TDL peuvent être identifiés comme des combineurs de mots tardifs dès l'âge de 2 ans. On voit d'ailleurs ici, par exemple, on a 34, donc ce qu'ils appellent des late word combiners, donc des combineurs de mots tardifs. Sur ces 34
combineurs de mots tardifs, c'est bizarre, hein, on a finalement 29 enfants qui ensuite se sont diagnostiqués TDL, et puis ici, sur 13 enfants combineurs de mots tardifs, ils seront tous aussi diagnostiqués TDL par la suite. Donc ça, c'était vraiment pour illustrer l'aspect développemental du trouble. Ça va, est-ce que je parle trop vite? Non. Souvent, on me dit que je parle trop vite. Hein. Ça, on ne dirait pas, mais j'ai presque fait des efforts. Alors, ensuite, pour l'aspect persistance du trouble, donc c'est un trouble qui est présent, donc on l'a vu chez l'enfant, puis qui va persister à l'adolescence puis à l'âge adulte. Ce graphe, c'est un petit peu le même type de graphe que tout à l'heure, sauf qu'ici, c'est une étude qui inclut des adolescents. Donc on a 12 adolescents TDL, âgés de 11 à 19 ans, on a même des jeunes adultes, hein, qui sont comparés à 52 adolescents au développement typique, âgés de 11 à 15 ans. C'est également des francophones. Hein, et on a ici le pourcentage de participants qui ont des scores déficitaires. Et donc si on regarde les adolescents TDL, on a à peu près 90% d'adolescents qui ont toujours un déficit, un trouble au niveau de la phonologie. On a un peu plus de 80% qui ont encore un trouble au niveau de la morphosyntaxe. Et puis on retrouve des difficultés aussi très importantes pour le langage écrit. Et on a d'ailleurs un overlap qui est très important entre troubles du langage oral et puis les troubles des apprentissages. Si maintenant on focalise sur la syntaxe, donc dans cette étude avec 37 adolescents et jeunes adultes TDL, puisqu'ils avaient entre 11 et 20 ans, on s'est intéressé à leur capacité à produire des pronoms personnels, donc les pronoms sujets comme il lave la vache, je ne sais pas, des pronoms personnels réfléchis, il se lave, le se, et des pronoms personnels objets, il le lave ou il la lave. Donc ici, on a les résultats des adolescents TDL qui sont comparés à ceux des enfants au développement typique de 6 ans et puis ceux de 11 ans. On voit qu'à 11 ans, on a des scores qui sont plafonnés pour tous les items. Et par contre, pour les adolescents avec TDL, on voit que pour le pronom objet, qu'on appelle aussi pronom accusatif, hein, il le lave, on a des scores qui sont très faibles et qui sont même plus faibles que ceux des enfants au développement typique de 6 ans. Alors, on a des scores plus faibles, puis on a aussi plus d'erreurs. Hein. Dans cette étude sur 18 adolescents TDL âgés de 11 à 16 ans, donc de Tuller et collaborateurs en 2012, je n'ai pas dit les auteurs à chaque fois, mais c'est écrit en dessous, c'est une étude sur une analyse de langage spontané, donc sur les énoncés produits en situation écologique. Et puis, chez ces adolescents TDL âgés de 11 à 16 ans, on a à peu près 15% d'énoncés produits qui sont incorrects, qui comprennent au moins une erreur grammaticale, alors qu'on a des taux qui sont beaucoup plus faibles, hein, même chez les enfants de 6 ans, puis de 8 ans, puis de 11 ans. Donc des troubles qui vont persister, puis aussi à l'âge adulte. Donc là, c'est Pauline Prat qui a recueilli des plaintes, des corpus de jeunes adultes avec TDL, qui disent notamment avoir des difficultés à retenir les mots nouveaux. En cours, ça va trop vite, j'arrive pas à prendre des notes, j'ai du mal à comprendre quand c'est pas dit clairement, c'est difficile de comprendre les consignes, surtout quand c'est à l'oral. On me dit souvent que je parle trop vite et qu'on me comprend pas, ou bien encore, je cherche mes mots. Alors maintenant sur l'impact fonctionnel, ça veut dire l'impact du trouble sur les interactions sociales des enfants, leurs apprentissages, leur fonctionnement en général. J'ai choisi de vous présenter l'étude de Idle, j'arrive pas bien à lire, IDI plutôt, en 2018, qui s'est intéressée à l'impact fonctionnel du TDL sur la qualité de vie d'enfants. Et ils ont quand même suivi 70 enfants TDL entre les âges de 4 et 9 ans, comparé à 802 enfants au développement typique, toujours entre 4 et 9 ans. Donc c'est une échelle qui mesure la qualité de vie qui a été remplie par les parents des enfants. Et puis là, on a les différents indicateurs de la qualité de vie. Donc on a le fonctionnement physique, émotionnel, social, le fonctionnement à l'école et puis la santé psychosociale. Quand on compare les TDL aux enfants typiques, à 4 ans, on n'a pas de différence très importante, sauf pour le fonctionnement à l'école. Donc ils sont plus en difficulté à l'école, on pouvait s'en douter. À 7 ans, on retrouve toujours cette seule différence sur le fonctionnement scolaire. Par contre, à 9 ans, on voit que pour tous les indicateurs de la qualité de vie, cette fois, les enfants TDL de 9 ans ont des scores qui sont inférieurs à ceux des enfants au développement typique. Et du coup, les auteurs concluent à un déclin de la qualité de vie entre les âges de 4 et 9 ans, donc dans cette population. Alors sur les facteurs de risque, alors qu'est-ce qu'on appelle les facteurs de risque? Ce sont les facteurs qui sont associés au fait de présenter ou non un TDL. Donc il y a une méta-analyse ici, donc les méta-analyses c'est ce qui fait une synthèse des études les plus sérieuses sur le sujet. Donc la méta-analyse de Rudolph en 2017, elle s'est donc intéressée aux facteurs de risque
présents chez les enfants qui ont été diagnostiqués TDL. Elle inclut 8 études avec des populations conséquentes, plus de 6 000 enfants TDL, plus de 213 000 enfants au développement typique. Et donc, elle a rapporté les données sur les facteurs de risque qui sont liés à l'enfant et à son environnement. Et donc, pour les résultats principaux, les facteurs les plus significatifs, donc les facteurs de risque les plus importants, c'est d'avoir une histoire familiale de troubles du langage ou des apprentissages. Ça veut dire, dans sa famille proche, d'avoir un membre qui a aussi un trouble du langage. Le genre, avec plus de garçons affectés par rapport aux filles. Le niveau d'éducation de la mère, que plus il est faible, plus le risque est élevé. Le rang de naissance, avec plus de risques pour les cadets dans les familles nombreuses. Et puis aussi le fait d'être un ancien prématuré. Ce qui permet de dire notamment qu'un enfant donc de sexe masculin, avec une mère qui a un faible niveau d'éducation et une histoire familiale positive, ça veut dire qu'il a eu un trouble du langage enfant, cet enfant a une probabilité 7,7 fois, c'est précis, plus élevée, de présenter un TDL qu'un enfant sans aucun de ces 3 facteurs. Donc voilà ce qu'on entend par facteur de risque. Et puis pour finir sur les caractéristiques principales, donc au niveau des répercussions psychosociales à l'âge adulte, on peut notamment s'intéresser à l'étude de Durkin en 2017, je ne vois pas bien en fait sur l'écran, qui montre qu'en comparaison avec leurs pairs de même âge, ça veut dire des adultes de même âge mais qui n'ont pas de troubles du langage, les adultes avec TDL présentent une timidité et une plus faible estime de soi globale, ce qu'on voit ici. Et d'ailleurs que c'est le langage qui est évalué à 17 ans qui prédit le niveau de timidité et le niveau d'estime de soi à l'âge de 24 ans. Il a aussi été montré que ces adultes avec TDL poursuivent un cursus d'études plus court et qu'ils seraient davantage confrontés à la justice, mais attention, seulement s'ils n'ont pas été diagnostiqués enfants. Donc, dans cette étude-là, ils se sont intéressés à des adultes qui étaient présentés pour la première fois à la justice, et puis ils ont testé, je ne sais plus, 200 ou 300 adultes, et puis ils ont observé que dans ces adultes, une grande partie avaient un trouble du langage, mais qui n'avaient pas été diagnostiqués. En revanche, si on s'intéresse à des adultes qui ont eu un diagnostic étant enfants de TDL, eux n'ont pas plus de confrontation avec la justice que les autres. Donc ça appuie aussi l'importance du diagnostic du trouble. On a aussi une revue systématique, c'est un petit peu le même principe que la méta-analyse, sur la transition school to work, donc vraiment la transition entre les études et l'entrée dans la vie active, des jeunes adultes avec TDL âgés de 18 à 34 ans. Donc c'est une étude réalisée par Pascal Dubois en 2020, qui montre que ces adultes ont un degré de qualification qui est moins élevé pour les adultes avec TDL. Par contre, ils ont un taux d'emploi similaire quand on les compare à leurs pairs qui n'ont pas de trouble du langage, mais il y a un nombre plus important de faibles revenus chez les adultes avec TDL, et quand on regarde les types d'emplois qu'ils ont, ce sont des emplois qui requièrent moins de qualification. Donc juste pour un exemple, si on s'intéresse au secteur de la restauration, et qu'on compare la proportion entre les managers de restaurants et puis les serveurs, on a une proportion dans le groupe TDL, c'est en anglais un DLD, de 10% de managers versus 90% de serveurs, alors que la proportion dans le groupe sans trouble du langage, elle est de 43% de managers versus 56% de serveurs. Ok, donc là, je vous ai présenté les principales caractéristiques. Si maintenant, on regarde les domaines langagiers qui sont affectés chez les enfants avec TDL, on peut observer des troubles dans les différents domaines du langage, que ce soit au niveau de la grammaire, au niveau du lexique, donc du vocabulaire, aussi au niveau pragmatique, donc c'est l'utilisation du langage en contexte, des troubles au niveau du discours, donc avoir un discours cohérent, être capable de raconter un événement par exemple, et puis des troubles au niveau phonologique sur la production de sons. En sachant que les troubles les plus importants et qui persistent sont les troubles grammaticaux et les troubles phonologiques dans cette population. Là, j'allais juste zoomer un petit peu sur les troubles grammaticaux, en montrant qu'ils ont des difficultés avec la syntaxe, mais pas n'importe quelle partie de la syntaxe. Les difficultés qui vont persister dans cette population, ce sont des difficultés en syntaxe complexe, avec des structures syntaxiques particulières, et notamment des structures syntaxiques qui ne respectent pas l'ordre canonique de la langue. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En français, on a un ordre canonique SVO, donc sujet, verbe, objet. Le garçon mange la pomme. Okay. Et dans certaines structures de phrases, on va avoir un bouleversement de cet ordre canonique. Par exemple, pour les passives, si je pars de la phrase SVO, Marie mange le gâteau, si je fais une passive, je vais avoir le gâteau a été mangé par Marie, avec un ordre OVS. On a aussi les pronoms objets. Marie mange le gâteau, Marie le mange,
sujet, objet, verbe. Là aussi, on a un ordre qui est non canonique. Et toutes les références que j'ai mises, et qui sont pas, c'est pas non plus une liste exhaustive, hein, ce sont des références qui montrent des difficultés, des troubles chez les enfants TDL avec ce type de structure. On a aussi des difficultés avec ce qu'on appelle les relatives objets. Le gâteau que Marie mange, où on a un ordre objet, sujet, verbe, c'est souvent l'objet en fait qui se déplace. Et puis, on a enfin des difficultés avec les questions objets. Quel gâteau mange Marie? Où on a un ordre objet, verbe, sujet. On a aussi l'autre type de question, hein, quel gâteau Marie mange? Où on a aussi un bouleversement objet, sujet, verbe. On n'a plus cet ordre SVO. Donc des difficultés qui persistent avec ce type de structure, mais également avec les structures qui comportent un enchâssement, ça veut dire une phrase complexe, une subordonnée. Avec une subordonnée, par exemple, Thomas dit que le gâteau est bon. On a un enchâssement, c'est ce que symbolisent les crochets ici. Et Thomas croit que le gâteau que Marie mange est bon. Cette fois, on a un enchâssement multiple, donc, qui est encore plus complexe. Donc, pour illustrer, donc, ici, c'est ce qu'on considère comme étant deux facteurs de complexité. L'ordre non canonique et le fait qu'il y a un enchâssement. Juste pour illustrer, pour le premier facteur de complexité, dans cette étude, on a comparé la capacité des enfants, et des ados, je crois qu'il y a des ados, à produire des pronoms personnels objets versus des articles définis. Donc pour faire produire des pronoms objets, on va poser la question du type que fait le médecin avec le bébé? Et puis on attend la réponse, il le pèse, avec le pronom objet le ici. Pour les articles définis, le mouton frappe qui? Et on attend la réponse, le chien. Donc vous voyez les deux éléments qui sont en rouge, au niveau de leur forme phonologique, ils sont identiques, c'est-à-dire qu'ils se prononcent de la même façon. Par contre, au niveau de la syntaxe, on en a un qui est complexe, parce qu'il y a un ordre non canonique, sujet, objet, verbe, alors que l'article défini, il est très simple au niveau grammatical. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de bouleversement de l'ordre canonique. Et donc, on a étudié la production de ces deux items grammaticaux, donc chez 21 enfants et ados, il me semblait bien, TDL, âgés de 7 à 15 ans, comparé à 28 enfants en développement typique de 7 à 11 ans. On voit que les deux groupes ont des performances qui sont plafonnées, qui sont à plus de 90% pour les articles définis. En revanche, pour les pronoms objets, on a vraiment des scores qui sont beaucoup plus faibles pour les enfants TDL comparés aux enfants au développement typique. Et on voit bien ici que les enfants avec TDL sont sensibles à la complexité syntaxique des éléments, à la complexité de la langue. Pour illustrer ensuite le deuxième facteur de complexité, c'est-à-dire l'enchâssement, on a proposé c'est pas forcément une épreuve, c'est une activité. Une activité de narration, on a fait raconter une histoire, en l'occurrence l'histoire de la grenouille, donc la frog story, à des enfants. Vous avez ici des exemples d'énoncés qui ont été produits, ici par un enfant de 8 ans, un TDL. Il a essayé de manger le miel qui préparait les abeilles, à la place de que préparaient les abeilles. Et puis pour un enfant un petit peu plus grand, c'était l'hibou qui lui avait fait tomber de l'arbre, c'était l'hibou, le hibou, qui l'avait fait tomber de l'arbre. Donc là, on a des énoncés complexes, parce qu'on a quand même un enchâssement, mais qui sont erronés. Et donc, on a comparé les résultats de 40 enfants au développement typique et 39 enfants avec TDL, qui ont sensiblement, même exactement quasiment le même âge, sur cette activité de narration. Je vous montre juste quelques résultats ici. Pour le taux de phrases complexes, on a chez les enfants typiques presque 37% de phrases complexes qui ont été produites, contre seulement 13% chez les enfants TDL. Et puis ensuite, au niveau des phrases complexes qui contiennent une erreur, comme ces deux-là, on a 9% chez les enfants typiques versus 32% chez les enfants avec TDL. Donc là, on voit aussi l'impact du facteur de complexité qui est l'enchâssement. Donc, on a vu les principales caractéristiques du TDL, les troubles langagiers. Maintenant, on va aussi évoquer les facteurs qui sont sous-jacents, donc notamment les facteurs cognitifs, qui sont associés aux troubles langagiers dans le TDL. Puisque, en fait, ce qui se passe avec les enfants TDL, il y a ce qui est évident, c'est-à-dire les troubles du langage. C'est évident parce que c'est ce qu'on entend. Par contre, ce qui est moins évident, ce sont d'autres dysfonctionnements qui ne s'entendent pas, mais qui sont aussi présents au niveau cognitif et qui vont impacter les performances langagières de ces enfants. Et ces facteurs cognitifs, ils ont donné lieu à différents cadres théoriques explicatifs du TDL, en sachant qu'on n'a pas encore trouvé la théorie qui expliquerait pourquoi certains enfants ont un TDL. Pour l'instant, on n'a pas une bonne théorie qui expliquerait l'ensemble des troubles langagiers des enfants TDL. Donc moi, je vais vous dire vraiment très schématiquement ce qui existe pour l'instant.
Donc ce qui existe pour l'instant, c'est d'abord une dissociation entre deux grandes familles d'approches. Premièrement, on a l'approche modulaire, qui commence à dater, pour laquelle les déficits des enfants TDL sont restreints au domaine langagier et ne dépassent pas. C'est vraiment l'idée qu'on a un module langagier, module langage, qui est indépendant des autres modules cognitifs et qui peut dysfonctionner de manière autonome, de manière isolée. Ensuite, on a les approches donc non modulaires, qui postulent plutôt des déficits plus généraux dans les mécanismes d'apprentissage, donc un déficit ou une limitation dans le traitement de l'information, alors que ce soit un ralentissement du traitement de l'information, une limitation plutôt quantitative, ou alors plutôt des déficits au niveau du traitement ou de la mémoire de travail ou de la mémoire à court terme. Donc ce sont des approches qui sont dites cognitives et qui sont plutôt, enfin qui sont même pas plutôt, qui sont majoritaires à l'heure actuelle. Et au sein justement de ces approches cognitives, on a des hypothèses qui sont un petit peu plus récentes, comme celle de la Procedural Deficit Hypothesis, donc on appelle PDH, ou hypothèse du déficit procédural, qui a été développée en premier lieu par Ullmann et Pierrepont en 2005, et qui postule des déficits en mémoire procédurale et en apprentissage implicite, et plus particulièrement des difficultés dans les processus qui vont être responsables de la détection, de l'extraction des règles, des régularités de la langue, et puis aussi dans l'apprentissage de séquences, notamment les séquences des sons pour faire des mots, et les séquences des mots pour faire des phrases. Et selon cette hypothèse, comme prédit plutôt par cette hypothèse, les enfants TDL ont effectivement des déficits majeurs en mémoire procédurale implicite. Ils ont beaucoup de difficultés à apprendre des séquences, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient visuelles. Donc là, on est au-delà du langage. Ils ont aussi beaucoup de difficultés en mémoire de travail, ça on y reviendra. Et ces deux systèmes sont connus comme étant soutenant l'utilisation et l'apprentissage de la grammaire. Donc c'est une hypothèse sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Mais moi, je voulais insister sur ces facteurs cognitifs sous-jacents pour vous dire que finalement, on a de plus en plus de données empiriques qui appuient la présence chez les enfants avec TDL de difficultés cognitives qui impactent les fonctions exécutives. Et là, on voit qu'on est au-delà juste du langage. Notamment, on a des difficultés importantes au niveau de l'attention, au niveau de la mémoire de travail, au niveau de la gestion de double tâches, des difficultés pour l'inhibition, et puis, de manière plus générale, qu'on soit au niveau verbal ou non d'ailleurs, des temps de réaction ralentis et un déficit général des capacités de traitement. Et pour une synthèse sur ce sujet, on peut se référer à la méta-analyse de Capa et Plante en 2015, donc sur la base de plusieurs études que vous voyez à droite, qui confirment que les enfants avec TDL ont des performances plus faibles en attention soutenue, en mémoire de travail, en inhibition, en flexibilité mentale, c'est la capacité de passer d'une activité cognitive ou d'une tâche à une autre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette différence, elle existe pour des tâches verbales, mais aussi pour des tâches non verbales. C'est ce qu'on observe aussi pour la mémoire de travail. Donc je vais juste insister sur ce volet-là. Donc ici, on a le modèle, un modèle connu en psycholinguistique de la mémoire de travail, c'est le modèle de Baddeley. Et il a été montré vraiment avec une littérature qui est quand même très très abondante chez des enfants avec TDL, des déficits persistants au niveau de la mémoire de travail, avec des performances faibles pour les enfants simples qui nécessitent uniquement la boucle phonologique, donc c'est quand il faut stocker puis rappeler des informations, sans qu'il y ait de traitement interférent. Par exemple, répéter des suites de chiffres à l'endroit, répéter des mots, répéter des non-mots. On a aussi des difficultés avec ce qu'on appelle les enfants complexes, quand on a en plus de la boucle phonologique l'administrateur central qui joue un rôle. C'est quand on a une activité qui va interférer avec le stockage. Le plus simple pour la tester, c'est de faire répéter des suites de chiffres, mais à l'envers, en commençant par le dernier. Et peut-être le plus important, ces déficits persistants en mémoire de travail, il a été montré qu'ils sont reliés aux troubles langagiers chez les enfants avec TDL, et notamment dans notre étude avec Uli Frankfelder en 2020, on a montré même qu'ils étaient prédictifs. C'est-à-dire que les scores en mémoire de travail prédisaient les performances des enfants, en l'occurrence en syntaxe complexe, puisque nous on s'intéressait à la syntaxe complexe. Alors, on va regarder où on en est. Ouais, c'est bon. Donc là, c'était vraiment la grande introduction. Et puis après, mon idée, c'était de vous présenter des challenges actuels, vraiment reliés aux troubles développementaux du langage. Ce sont des challenges qui sont liés soit au diagnostic du TDL chez l'enfant bilingue, soit aux pistes de remédiation qui sont liées aux déficits cognitifs sous-jacents que je viens d'évoquer. Et ce sont des challenges qui sont aussi reliés à des projets FNS, c'est-à-dire des projets scientifiques qui ont été financés par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique. Et du coup, je vais commencer avec le diagnostic de TDL chez l'enfant bilingue, une fois que j'aurai bu un petit peu. Alors, pour ce premier projet, cette première question, on va d'abord poser la problématique. Alors, la problématique, et là, on se rapproche un peu plus, on se rapproche même beaucoup, d'ailleurs, de la clinique, et notamment de la clinique en logopédie. Donc, en logopédie, on a de plus en plus d'enfants bilingues qui viennent en consultation pour des bilans. On va utiliser des tests langagiers avec eux, qui comprennent des normes, mais ces normes ont été réalisées sur des enfants monolingues. Ce qui pose quand même tout un ensemble de problèmes. Comment on va comparer les performances d'un enfant bilingue qui aurait 6 ans, mais qui serait exposé au français seulement depuis l'âge de 3 ans, à cette norme? S'il a des difficultés, on aura vite fait de les attribuer à l'acquisition tardive du français, ce qui peut être vrai, mais ce qui peut aussi être faux. Puisque le TDL, qui touche, donc là j'avais mis une fourchette un peu plus large, entre 5 et 10% de la population, n'épargne pas les enfants bilingues qui vont dès lors présenter un trouble dans leurs différentes langues. Donc ça, c'est vraiment une problématique qu'on va rencontrer quasiment quotidiennement. Un enfant bilingue qui présente des difficultés en langage oral, est-ce que ces difficultés sont liées à un manque d'exposition à la langue dans laquelle on le teste, ou est-ce que ces difficultés révèlent un trouble du langage, un TDL, qui va persister? Parce que si c'est juste un manque d'exposition, avec l'exposition et l'âge, ces difficultés, elles sont transitoires, elles vont disparaître petit à petit. Alors que si on a un TDL, on va avoir des difficultés qui vont persister. Et finalement, cette difficulté, elle amène une situation de sur- et de sous-diagnostic du TDL chez l'enfant bilingue, un risque qui a été estimé à 25% dans l'article de Tuller et collaborateurs en 2013, ce qui fait que pour certains enfants TDL bilingues, le diagnostic puis l'intervention vont être tardifs et donc vont être moins efficaces que chez un enfant monolingue qui aura été pris en charge plus tôt. Alors, quels sont les problèmes qu'on rencontre lors de l'évaluation des enfants bilingues dans leur seconde langue? D'abord, c'est un problème au niveau du lexique, puisqu'on sait que le lexique chez les bilingues, il est moins important que chez les monolingues si on teste une seule langue. C'est ce qu'on observe ici, avec l'étude de Bialystok et collaborateurs en 2010. Ils ont testé le vocabulaire de plus de 1700 enfants de 3 à 10 ans. On a ici en pointillé les enfants bilingues, et on voit qu'à toutes les tranches d'âge, ils ont des performances qui sont inférieures à celles des enfants monolingues, parce qu'on les a testés uniquement en anglais, qui est leur seconde langue. Par contre, si on teste les enfants bilingues dans leurs différentes langues, et qu'on fait un vocabulaire total, là, on n'a plus ce décalage. Là, on a le même niveau de vocabulaire. D'autres difficultés qu'on a, c'est que les enfants bilingues, notamment les bilingues séquentiels, surtout les bilingues séquentiels, d'ailleurs ceux qui apprennent la deuxième langue après l'âge de 3 ans, ils font des erreurs dans cette seconde langue qui ressemblent beaucoup aux erreurs que produisent les enfants monolingues qui ont un TDL. Et on retrouve notamment beaucoup de similarités au niveau de la morphologie grammaticale, donc tout ce qui est accord des verbes, accord des adjectifs, puis aussi tout ce qui est utilisation des pronoms, les pronoms personnels, les fameux pronoms personnels dont je parlais tout à l'heure. Donc finalement, c'est tous ces éléments qui amènent la difficulté qu'on a à différencier un vrai, un trouble du langage d'un simple manque d'exposition à la seconde langue, en sachant qu'un vrai trouble du langage nécessite une prise en charge, alors qu'un simple manque d'exposition ne nécessite pas, en tout cas pas une prise en charge en logopédie. Alors on a quand même des outils, pour remédier à cette difficulté. Quels sont les outils existants? Alors d'abord, on a l'outil idéal. Donc la solution idéale, c'est de tester la langue maternelle des enfants. Parce que s'ils ont un trouble, je vous rappelle, ils ont un trouble dans toute leur langue. Le problème, c'est que c'est parfois, voire même souvent impossible à mettre en pratique parce qu'on n'a pas forcément de traducteurs. Et même quand on a des traducteurs, on n'a pas forcément de tests qui existent dans toutes les langues. On a notamment des enfants qui parlent le tigrinya comme L1, donc comme langue maternelle, et on n'a pas de tests et de normes qui existent en tigrinya, tout simplement. Donc on doit souvent avoir des alternatives. Qu'est-ce qu'on a comme alternative? On peut utiliser des questionnaires parentaux sur le niveau en L1, donc en langue maternelle. Donc on demande aux parents à quel âge il a produit ses premiers mots dans sa langue maternelle, ses premières phrases, et maintenant, comment vous trouvez qu'il parle? Est-ce qu'il parle comme les autres enfants? Est-ce qu'il a des difficultés, etc. Il y a aussi des questions sur la quantité et la qualité d'exposition aux différentes langues, et puis les antécédents familiaux de troubles du langage dans la famille, puis aussi les éventuels facteurs de risque que pourrait présenter l'enfant. Donc, on a plusieurs questionnaires qui existent. On a notamment en français le PABIC, donc questionnaire pour parents d'enfants bilingues, qui a été élaboré par l'équipe de Laurie Tuller. D'autres alternatives
des épreuves de répétition. Par exemple, faire répéter des non-mots, comme ça. Hein. Fapoule. Voilà, c'est juste un exemple de la tâche, fapoule. Ou faire répéter des phrases. Qui le monsieur regarde? Alors, ces épreuves, elles sont intéressantes parce qu'on sait qu'elles sont très sensibles au fait de présenter ou non un trouble du langage. Par contre, elles sont très peu ou peu sensibles au fait d'être ou non bilingue. Donc c'est pour ça qu'on va privilégier ce type d'épreuve pour le diagnostic des enfants bilingues. Et on a une dernière alternative qui est l'évaluation dynamique. Voilà, et c'est ça que je vais développer. Alors c'est quoi l'évaluation dynamique? C'est une procédure d'évaluation qui s'intéresse non pas à ce que l'enfant sait forcément à un moment T, mais à ce qu'il est capable d'apprendre, donc à son potentiel d'apprentissage, plutôt qu'à ses connaissances actuelles, puisque ces connaissances actuelles, langagières, hein, elles vont être impactées pour les enfants bilingues par le manque d'exposition à la langue dans laquelle on les teste. Donc l'évaluation dynamique, c'est une procédure qui est souvent recommandée pour les enfants bilingues. On peut faire par exemple apprendre de nouveaux mots, ça c'est un du cas, ou alors on peut aussi faire apprendre une nouvelle règle grammaticale qui n'existe pas, ni dans la seconde langue, ni dans la première d'ailleurs. Ça peut être l'utilisation d'un suffixe. Donc là c'est un exemple, par exemple on montre une action, on dit dans cette langue inventée, la langue du martien, ça s'appelle Noli. Puis en fait, quand c'est une fille, on dit Nolida. Et puis quand c'est un garçon, on dit Nolido. Donc on apprend la règle. Et ensuite, on va proposer de nouveaux pseudo-verbes aux enfants, avec, pareil, des personnages garçons, des personnages filles, par exemple Pachi, Ruti, etc., avec d'autres actions. Et on essaie de voir s'il utilise ce nouveau suffixe. Alors, non, je ne voulais pas que ça bouge, c'est pas grave. Et donc, on va regarder à quelle vitesse et comment l'enfant apprend. Et ce qu'on sait, c'est que ce type d'évaluation pose beaucoup de problèmes aux enfants avec TDL, et peu de problèmes aux enfants sans TDL. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il est particulièrement, c'est un type de procédure qui est particulièrement adapté au bilinguisme parce qu'on évite les problèmes qui sont liés au manque d'input. C'est-à-dire qu'on met un peu tout le monde sur le même niveau. Quel que soit finalement son niveau de français, là on demande d'apprendre un nouveau mot, une nouvelle règle. Et si on regarde au niveau de la littérature, on a une méta-analyse plutôt d'ailleurs, de Orellana et collaborateurs en 2019, qui montre qu'effectivement, l'évaluation dynamique, elle est efficace pour le diagnostic des troubles du langage chez les enfants bilingues, ce qui a été montré dans les domaines de la narration, du lexique, de la morphosyntaxe et de la phonologie. Ce que j'ai mis en rouge ici, ce sont les références qui sont liées au projet FNS actuel qui a commencé depuis 2 ans sur le thème de l'évaluation dynamique. Et donc on a pour l'instant, mais c'est le début, 3 articles qui ont été publiés sur cette évaluation dynamique en français. Donc ce sont des articles peer review, ça veut dire qu'ils ont été révisés par les pairs. Donc les pairs, c'est des experts qui sont spécialistes de la discipline dont est issu l'article. Et juste pour vous montrer brièvement les résultats principaux de cette étude de 2023 qui a été écrite par Mélodie Matra. Donc c'est une étude qui s'intéresse à une nouvelle tâche d'évaluation dynamique d'apprentissage de mots dans le but de diagnostiquer un trouble du langage chez des enfants francophones, monolingues et bilingues. Alors dans cette étude, on a 43 enfants au développement typique et 17 avec un TDL. Ils ont entre 4 et 8 ans. Dans chaque groupe, on a des monolingues, donc ces mots, et des bilingues, bi. Okay. Et on a fait apprendre à ces enfants 4 pseudomots. Fouque, Pitel, Clan et Mosée. En l'occurrence, le Fouque, ça correspond à cet objet-là. C'est une machine qui permet de trouver des bonbons. Pitel, c'est une voiture qui vole. La voilà ici. On a ensuite le Clan, qui est un animal qui aime le chocolat. Et enfin, le Mosée, qui est un chapeau, qui, quand on le porte, permet de sauter. Et donc, ces nouveaux mots, ces pseudomots, ils ont été présentés aux enfants lors d'une lecture d'histoire. Et c'est pour ça que vous avez ici certaines pages de l'histoire. Et chaque non-mot a été présenté 15 fois aux participants. Pour les résultats, je vous présente juste une toute petite partie des résultats. Ici, c'est les résultats pour le rappel verbal de ces non-mots. Donc, on montre l'objet et on demande à l'enfant comment ça s'appelle. Est-ce que tu te souviens? Okay. Et puis, on essaie de voir ici, avec cette analyse, c'est un modèle mixte, quels sont les facteurs qui influencent les résultats des enfants à la tâche. Ce qu'on a observé, c'est que le facteur qui influence les résultats, c'est essentiellement le groupe diagnostique entre enfants typiques et enfants TDL. Et donc, les mesures, elles distinguent bien les enfants au développement typique des enfants avec TDL. C'est ce qu'on cherchait à obtenir.
Ce qu'on cherchait aussi à obtenir, c'est que le statut linguistique, donc le fait d'être monolingue ou bilingue, n'ait pas d'impact sur la tâche. D'accord ? Que les bilingues ne soient pas pénalisés par la tâche, et c'est effectivement ce qui est retrouvé. Est-ce que ça joue ? Ça va ? Ouais. Est-ce que donc... Oui, ça va, j'ai le temps. Je vais passer au deuxième challenge. Donc cette fois, on a parlé de diagnostic. Maintenant, on va parler de remédiation, de traitement des troubles. Okay, donc de pistes de remédiation, mais qui sont liées aux déficits cognitifs sous-jacents qu'on a évoqués. Et on a évoqué tout à l'heure les déficits en mémoire de travail. Chez les enfants avec TDL, on a même dit qu'ils étaient reliés aux troubles langagiers dans cette population. Du coup, logiquement, on peut se dire, si on entraîne la mémoire de travail, peut-être qu'on va avoir un effet positif sur le langage. C'est assez logique. Donc, un entraînement en mémoire de travail, est-ce que ça existe ? Alors oui, ça existe. Il y a plusieurs programmes d'entraînement de la mémoire de travail qui existent sur le marché. Ce sont des batteries informatisées qui sont générales, qui incluent beaucoup de tâches, notamment des tâches visio-spatiales. Et puis les études qui ont essayé d'analyser les effets de ces entraînements, par contre, ils montrent des résultats qui ne sont franchement pas concluants. Donc des résultats très contradictoires, beaucoup de faiblesses méthodologiques, par exemple, il n'y a pas de groupe contrôle, ou alors c'est des tout petits échantillons de population. Et surtout, ce sont des études, dans la grande majorité, qui ont essayé d'entraîner la mémoire de travail chez des enfants ou des adultes qui n'avaient pas de troubles. Donc on a entraîné la mémoire de travail chez des participants qui n'avaient pas de troubles en mémoire de travail. C'est un petit peu curieux. Donc notre idée, c'était de proposer un entraînement qui soit spécifique, qui soit ciblé sur les aspects de la mémoire de travail qu'on avait montré comme prédictifs de la syntaxe complexe chez des enfants TDL. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on arrive à avoir des effets sur le langage, des effets plus importants ? Et donc, c'est l'étude qui a été réalisée dans le deuxième projet FNS. Celui-là est fini. Il s'est fini il y a 2 ans, je crois. Où, en fait, on a créé un programme d'entraînement de la mémoire de travail qui s'appelle Magic Memory. On a entraîné des enfants TDL, 35. On a aussi entraîné des enfants qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Et puis des enfants au développement typique. Et on a comparé leur progression à celle d'enfants qui avaient suivi un entraînement contrôle alternatif qui s'appelle Scula, qui est un programme d'entraînement scolaire. Donc pas de la mémoire de travail. La procédure est la suivante. On avait d'abord des tests standardisés qui permettaient d'être sûr que l'enfant TDL avait bien un TDL et que l'enfant au développement typique avait bien un développement typique. Ensuite, on avait des pré-tests, puis entraînement. Donc c'est un entraînement qui a duré 8 semaines, et avec une durée totale de 12 heures d'entraînement, suivi par des post-tests immédiats, et puis des post-tests différés 3 mois plus tard. Donc cette fois, on a plusieurs papiers qui ont été publiés, à la fois chez les enfants TDL, et puis ici en bas, chez les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, en anglais, et puis aussi un article en français dans la revue ANAE. Pour le matériel, pour les pré- et les post-tests, on a des épreuves de mémoire de travail qui ciblent la mémoire de travail simple et complexe. Je vais donner des exemples juste après. Et puis, des tests de syntaxe complexe qui évaluent la production de structures complexes, la répétition de phrases complexes, la compréhension de phrases complexes et l'analyse du langage spontané. Juste pour un exemple, pour la tâche de répétition de phrases complexes, on faisait répéter des phrases plus ou moins complexes. Là, on a une phrase complexe. Peux-tu répéter ? Il pense qu'elle dit que le garçon déteste la fille qui pleure. Alors, ça vous paraît long et complexe, mais finalement, des enfants au développement typique, ça ne leur pose pas beaucoup de difficultés de répéter ce type de phrase. Ici, on a des extraits produits par des enfants TDL de 8 ans 4 mois et puis 8 ans 10 mois en bas. Donc lui a répété « Le garçon trouve que la fille qu'elle pleure, elle déteste ». Ou alors « Je pense la fille qu'il n'aime pas que les enfants qui pleurent ». Donc beaucoup de difficultés à répéter ce type de phrase. Pour illustrer aussi les tâches de mémoire de travail, pour les tâches d'enfants complexes, on a utilisé le counting span, que j'ai beaucoup aimé. Ça se présente sous forme de pages. Et en fait, il faut compter à voix haute le nombre de points bleus sur chaque page. Donc la première page, il y en a 5. Après, on tourne, puis on compte sur l'autre page, toujours à voix haute. Donc là, je ne sais plus, mais en l'occurrence, il y en a 8. Puis après, on tourne, puis après, il y en a 7. Et au bout d'un certain nombre de pages, 2, puis 3, puis 4, puis 5, on demande ensuite à l'enfant de rappeler dans l'ordre le nombre de points bleus qu'il a compté sur chaque page. Puis il y a un critère d'arrêt quand il y a 2 échecs consécutifs. Donc c'est une épreuve d'enfant complexe parce qu'il faut stocker, et puis ensuite, il faut compter. Puis ensuite, il faut restocker. Donc il y a vraiment cette activité interférente. Ensuite, pour une épreuve d'empan simple, donc ici c'est une épreuve de mémoire sérielle, dite la course des animaux, qui a été développée par Steve Majerus.
On explique aux enfants qu'on a des animaux qui ont participé à une course. Il va entendre, qu'il va entendre l'ordre d'arrivée des animaux. De cette manière-là, on a l'exemple. Ours, lion, chien, singe. Et ensuite, on lui donne les cartes des 4 animaux, uniquement. Et la seule chose, c'est déjà beaucoup, la chose qu'il va retenir, c'est l'ordre dans lequel il a entendu les noms d'animaux. C'est pour ça qu'on parle de mémoire sérielle ou de mémoire de l'ordre. Donc, pour toutes ces épreuves, pour toutes les épreuves de mémoire de travail, les enfants TDL, ils ont eu des scores plus faibles que les enfants au développement typique, ça c'est quelque chose qui était connu. Ils ont eu beaucoup de difficultés, notamment avec le counting span, là on voit les résultats. On a ici les enfants au développement typique, ici on a les enfants avec TDL, on voit que vraiment, ils ont des performances qui sont plus faibles, et surtout qui sont beaucoup plus basses, beaucoup plus ramassées vers le bas, alors qu'on a beaucoup plus de variabilité dans les résultats des enfants avec développement typique. Alors, juste pour vous illustrer les entraînements, donc, on a donc créé le programme Magic Memory, comparé à l'entraînement Scula. Donc, c'est un entraînement des compétences scolaires. Celui-là, on ne l'a pas du tout créé, il existait. Donc, avec des activités sur l'histoire, la géographie, adaptées à la classe de l'enfant. Les 2 entraînements ont été proposés sur iPad, avec des entraînements 3 fois 30 minutes par semaine pendant 8 semaines, donc 24 sessions en tout. Ce sont des entraînements adaptatifs dans le sens où ils s'adaptent en permanence au niveau de l'enfant, en fonction du niveau de difficulté. Et puis, on a ajouté beaucoup de feedback pour maintenir la motivation des enfants, parce que sur 24 séances, c'était difficile. Donc, par exemple, une visualisation des résultats, ils gagnaient des objets dans un grimoire. Là, on a différents types de renforcement. Et puis là, on a la page d'accueil. Vous voyez qu'il y a 24 portes qui correspondent aux 24 séances, en fait. Donc là, par exemple, cet enfant, il va commencer la session 2, la deuxième séance, qui comprend 5 activités de 5 minutes chacune. Donc là, on peut voir à quoi ça ressemble. C'est la deuxième séance. Puis là, on a les 5 activités qui vont lui être proposées, qui sont dans un ordre aléatoire qui varie à chaque séance. Donc pour que vous voyez mieux, je vous ai présenté quelques exemples. Par exemple, la première activité qui entraîne la mémoire de l'ordre, la mémoire sérielle. Donc l'enfant va entendre des mots monosyllabiques familiers et ensuite il a juste à les replacer dans l'ordre. Donc c'est vraiment la mémoire de l'ordre. Feu, banc, arbre. Donc là, c'est 3 items, c'est encore simple. Donc s'il arrive 2 fois de suite, après ça passe à 4, à 5, à 6, puis s'il est en difficulté, pareil, il perd un wagon. Et cet entraînement, cette activité, elle va durer 5 minutes. Un deuxième exemple d'activité, cette fois, c'est pour entraîner les enfants complexes, où en fait l'enfant, il doit stocker un son, il doit maintenir un son de la vie quotidienne, et entre chaque son, il va y avoir une tâche interférente, une tâche de discrimination visuelle de quantité, où il doit cliquer le plus vite possible sur la page où il y a le plus d'objets. Je vous montre ici avec juste un essai avec deux items à retenir. Là, il faut retenir l'éternuement, puis il faut cliquer le plus vite possible sur la page qui contient le plus d'objets. Et c'est chronométré. Ensuite, on a le deuxième item, et on a encore l'activité interférente. Là, c'est le début, donc voilà, là, il doit juste remettre dans l'ordre les 2 sons. Et puis pareil, après, ça augmente graduellement en fonction de la performance de l'enfant. Un dernier exemple, ce sont des entraînements d'empans de couleurs à l'endroit et à l'envers. Donc c'est assez simple, il entend une série de couleurs, il doit cliquer sur les couleurs dans l'ordre, ou alors il doit cliquer sur les couleurs, mais dans l'ordre inverse de présentation. Donc c'est ce qu'on va voir ici à l'envers. Noir, rose, vert. Là, c'était aussi pour vous montrer le renforcement. C'est-à-dire que là, il a réussi, donc il gagne un petit peu de produit dans la fiole. Et puis, au bout des 5 minutes, en fonction de la quantité de produit qui est dans la fiole, on aura une explosion plus ou moins impressionnante suivant la quantité de produit. Donc, c'est vraiment plein d'astuces qu'on a essayé de mettre en place pour garder la motivation des enfants. Alors, au niveau des résultats, déjà, pour l'effet sur les tâches, sur les activités de mémoire de travail qui ont été directement entraînées par l'application. Donc là, on a l'évolution sur les 24 séances.
Et ce qu'on observe, c'est que l'empan maximal, donc le nombre de mots que l'enfant arrive à stocker puis à rappeler, il augmente significativement entre les 4 premières séances de l'entraînement et les 4 dernières séances de l'entraînement. Et c'est ce qu'on retrouve chez les enfants au développement typique, mais aussi chez les enfants avec TDL. La seule différence, c'est que si vous regardez en moyenne, les enfants au développement typique, ils commencent à 5,3, comme empan maximal, et les enfants TDL à 4,2. Donc on retrouve cet écart en mémoire de travail entre les deux populations. Toujours sur les effets directs cette fois, mais sur des tâches de mémoire de travail non entraînées directement par le logiciel, c'est-à-dire ce qu'on a mesuré en pré-test et puis en post-test. Donc là, on a les épreuves d'empan simple, là, on a les épreuves d'empan complexe, là, on a les enfants TDL entraînés sur Magic Memory, sur la mémoire de travail, et les petites étoiles, elles signifient que la progression entre le pré-test et le post-test, elle est significative pour toutes les mesures. Alors que chez les enfants TDL du groupe contrôle, ce coup-là, NS, ça veut dire que ce n'est pas significatif. Je peux vous illustrer ça avec le counting span, donc quand il fallait compter le nombre de points bleus. Donc c'est une épreuve d'empan complexe. On a parce que moi j'ai pas les couleurs ici, en orange, en rouge, en orange, voilà. On a en orange ou en rouge, en rouge orangé, les performances du groupe Magic Memory, donc les enfants TDL entraînés en pré-test, qui se sont améliorés significativement en post-test, alors que les enfants TDL du groupe contrôle, ce coup-là, n'ont pas de progression significative. Et on a la même chose pour la mémoire sérielle, donc la mémoire de l'ordre, où on a les enfants du groupe Magic Memory ici qui se sont améliorés significativement entre le pré et le post-test, alors que ce n'est pas le cas du groupe Scula. Et enfin, pour finir sur cette étude-là, ce qui nous intéressait le plus, c'était les effets de transfert sur la syntaxe. Est-ce que cet entraînement de la mémoire de travail, il a un effet positif sur la syntaxe des enfants TDL? Pas des enfants en développement typique qui ont déjà des scores au plafond, c'est pas très utile, mais les enfants TDL. C'est ce qu'on a ici, les scores de syntaxe. On voit, on a des différences significatives, pas pour toutes les épreuves, mais quand même, pour la production de pronoms-objets notamment. Donc voilà comment on a testé, c'est tout simple. On regarde ici, la fille secoue la bouteille. Alors tu te souviens, que fait la fille avec la bouteille? Et on attend la réponse, elle la secoue avec le pronom objet la. Et pour cet item, ce pronom objet, on observe que chez les enfants du groupe Magic Memory, on a une amélioration dans la production de cet item entre le pré-test et le post-test, alors qu'on n'a pas d'amélioration pour le groupe School. Et puis ensuite pour l'épreuve de sentence repetition, donc la répétition de phrases complexes, les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, on a une progression significative également pour le groupe Magic Memory, MM, entre le pré-test et le post-test. Et on a l'impression qu'il y a une progression aussi pour le groupe contrôle, mais en tout cas, elle n'est pas significative. Donc, on a pu mettre en évidence des effets qui restent modestes, mais des effets de transfert de l'amélioration de la mémoire de travail sur l'amélioration de la syntaxe. Alors, c'est bon, 10 minutes je peux, voilà, c'est pas très long. Et donc je vais finir avec la dernière étude. Alors c'est un peu particulier parce que c'est une étude qui n'est pas commencée. Mais c'est pas grave, c'est pour vous expliquer le principe. Donc c'est une étude qui est là encore liée au déficit sous-jacent, mais plus particulièrement à ce que j'ai appelé tout à l'heure l'hypothèse du déficit procédural. D'accord ? Donc je vous rappelle que c'est une hypothèse qui a été énoncée en 2005, développée plutôt, par Ullmann et Pierrepont. Et puis j'ai trouvé en français une revue, un article de synthèse récent, donc, qui date de 2022, sur cette hypothèse du déficit procédural et vraiment l'apport pour la compréhension du trouble développemental du langage. C'est pour ça que je vous ai mis des extraits, j'ai un petit peu adaptés, mais qui viennent de l'article, qui rappellent que les enfants TDL ont des performances d'apprentissage procédural qui sont altérées, notamment dans l'apprentissage de séquences et dans l'extraction de règles. Que ce déficit serait relié, selon les auteurs Princeps, à un développement atypique des régions cérébrales qui sous-tendent la mémoire procédurale. Alors, en l'occurrence, c'est les régions frontales, pariétales et le striatum, qui sont les noyaux de la base. On ne va pas forcément aller plus loin. Et que ce développement atypique entraînerait les difficultés langagières des enfants TDL, notamment en grammaire, mais aussi expliquerait les difficultés non langagières en mémoire de travail, puisque la mémoire de travail est aussi sous-tendue par les mêmes circuits neuronaux. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. Et chez les enfants TDL, on aurait des processus langagiers, notamment de traitement phonologiques ou grammaticaux, qui seraient réalisés non pas
sur la base de stratégies d'apprentissage procédural, comme c'est le cas chez les enfants typiques, qui arrivent à extraire et à automatiser les règles, les régularités langagières. Mais chez les enfants TDL, on aurait donc un déficit dans cet apprentissage implicite, et en fait, ils essaieraient de compenser sur la base de stratégies qui seraient cette fois déclaratives explicites. Et il donne comme exemple qu'ils devraient apprendre explicitement que l'on doit dire « ils boivent » au pluriel, alors qu'on dit « ils boivent » au singulier. Alors que chez un enfant au développement typique, c'est quelque chose qui va se faire de façon tout à fait implicite. Et ils finissent en expliquant que l'utilisation de ces stratégies dites déclaratives, qui sont des stratégies explicites et non procédurales, pourrait ainsi soutenir, voire compenser, les difficultés grammaticales des enfants TDL. Et donc moi, je me suis basée sur cette hypothèse du déficit procédural pour proposer ce nouveau projet, et donc je pense que vous l'avez compris, donc un entraînement de la grammaire qui serait explicite. Ça rappelle les approches, alors là c'est plus spécialisé logo, mais je vais vraiment faire simple. Dans le traitement des troubles grammaticaux qu'on fait faire en logopédie, on a deux grands types d'approches. On a l'approche implicite, qu'on utilise avec les enfants les plus jeunes, où on va leur présenter des structures cibles à de nombreuses reprises, on va les faire répéter, on va reformuler, mais on n'explique pas la structure. À l'opposé des approches explicites, où cette fois on va vraiment expliciter les règles sous-jacentes, et c'est vraiment une approche qui va plutôt être utilisée avec des enfants plus âgés ou des adolescents. Alors cette approche elle est très intéressante, mais dans la pratique clinique, en tout cas chez les logopédistes américains, parce que c'est une étude américaine, c'était un sondage, une enquête qui montrait que les logopédistes utilisaient essentiellement les approches implicites au détriment des approches explicites. Dans le domaine francophone, je pense qu'on va faire un sondage du même type, mais en tout cas, je pense intuitivement que c'est la même chose. Pourtant, les approches explicites, elles ont été utilisées. On a eu une approche qui s'appelait la méthode des jetons, qui a été développée par Debec et Blo en 94, qui est épuisée, enfin en tout cas le matériel est épuisé. C'était une approche très intéressante où vraiment on explique la structure de la langue. Vous voyez que à chaque classe grammaticale correspond une forme, une couleur. Puis après on a un codage, par exemple ici c'est le codage du féminin, ici c'est le codage du temps au passé, quand on a deux ronds bleus c'est que c'est un nom mais qui est au pluriel, etc. C'est une approche qui est utilisée par certains cliniciens, notamment Éléonore Morin, qui est logopédiste, qui est venue faire une intervention aux étudiants en master, et qui a montré des illustrations cliniques de corpus d'enfants qui avaient produit, par exemple, « Je dormirai chez Iris du mercredi au vendredi », avec le codage de la méthode des jetons, où on retrouve le pronom sujet-je, la forme, la marque du futur, etc. Ou alors, « Dimanche dernier, nous sommes allés au bois avec un tronçonneuse orange ». C'est l'énoncé de l'enfant, où on a la marque du pluriel ici, la marque du verbe avec l'auxiliaire et le participe passé, etc., etc. Alors c'est une approche qui est très intéressante, elle a un énorme désavantage, c'est qu'elle n'a jamais été testée empiriquement. Il n'y a jamais eu d'étude qui a validé ou pas son efficacité. Par contre, il y a des études sur ce qu'on appelle le shape coding, qui est finalement une sorte de suite de la méthode des jetons, qui a été développée par Dr. Susan Ebels en Angleterre. C'est le même principe, Il y a une couleur pour une classe grammaticale, il y a une forme pour chaque type de syntagme, donc les groupes, par exemple le groupe nominal ici on a le groupe verbal, on a des traits et des flèches pour les marques de genre, de nombre, donc là il y a deux traits, ça signifie que c'est au pluriel, etc., etc., etc. Donc c'est le même principe, et pour cette approche-là, on a des preuves empiriques qui montrent qu'elle est efficace pour des enfants d'âge scolaire et des adolescents avec TDL au niveau de leur grammaire. Par contre, ce sont uniquement des études qui ont été réalisées en anglais. Du coup, le voilà. Le projet que nous avons proposé, c'est d'entraîner la syntaxe grâce à une approche explicite qui est donc inspirée de celle du shape coding, mais adaptée au français chez des enfants et des adolescents francophones avec TDL. Donc avec Emily Stoneford, qui sera postdoc, et puis une doctorante qui va arriver le 1er juin. Voilà, c'est le nouveau projet qui va commencer, qui a été précédé par une étude pilote, qui est finie pour le coup, qui est une étude qui est soumise à un journal, donc ça veut dire qu'on ne sait pas encore si elle va être acceptée. C'est une étude où on a donc adapté le shape coding au français, et puis on a entraîné, chez des enfants TDL, des structures complexes du français, notamment des relatifs objets, c'est la pomme que le monsieur mange, des pronoms objets, que fait le papy avec le cheval, il le tire, et aussi des passives, le chien est lavé par le monsieur. Et puis on avait d'autres items,
avec des flexions au passé et au futur, qui sont des items contrôle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été entraînés, d'accord, et donc on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de progression pour ces items contrôle. Et pour l'entraînement, donc on s'est vraiment basé sur le shape coding, avec le codage du shape coding, et donc on commence par la structure de base, SVO, qui fait quelle action, quoi. Puis après, on va prendre une image, par exemple, puis on va essayer de décrire cette image. Donc, le monsieur fait quelle action, mange quoi, la pomme, d'accord, avec le codage en couleur et puis les syntagmes avec les formes. Okay. Puis après, on va expliquer à l'enfant que si on a déjà parlé de la pomme, on ne peut pas redire la pomme. Donc, comment on va faire? Donc, on va faire ce qu'on appelle un déplacement. Le monsieur, la pomme mange. Ça se dit, ça se dit pas. Non, ça se dit pas, le monsieur, la pomme mange. Par quoi on pourrait remplacer la pomme, d'accord? Et donc, on commence comme ça. Et puis, on se rend compte qu'on peut remplacer la pomme par là, qui a une autre couleur, parce que c'est un pronom, cette fois un pronom objet. Et on a proposé cet entraînement sur des ardoises, c'était un peu homemade, où on a effectivement déplacé des étiquettes, vous voyez qu'au feutre, voilà, il y a marqué les déplacements, etc., les couleurs. Et donc, pour chaque séance, il y avait une explication de ce type, donc expliquer vraiment de manière explicite comment la structure se construit, et puis un jeu qui impliquait la production de la structure. Et au total, il y a 13 séances de ce type-là, de 30 minutes. Et pour les résultats, alors d'accord, c'est une étude pilote, mais on a quand même 18 enfants avec TDL qui étaient âgés entre 7 et 11 ans, qui ont suivi cet entraînement. On a les résultats, donc en gris clair, on a les performances en pré-test, en gris foncé, on a leurs résultats en post-test. Et on voit que pour les relatives objets, on a une progression qui est significative entre le pré et le post-test. On retrouve cette progression pour les pronoms objets et on retrouve aussi cette progression pour les passifs. En revanche, on n'a pas de progression pour les items control, mais c'est ce qu'on voulait, d'accord, parce que c'est ce qui permet de montrer la spécificité de notre entraînement, d'accord, que les enfants se sont améliorés grâce à l'entraînement, et pas juste au fait que d'un coup, subitement, ils s'améliorent en grammaire. Et donc, pour la suite c'est pas vraiment la suite, la suite de l'étude pilote, mais le début du projet surtout, ça va être d'abord d'avoir un entraînement un peu moins artisanal que l'ardoise. Donc, on va essayer de faire un entraînement informatisé, qui soit plus uniforme pour les participants. On va aussi essayer d'avoir une cohorte de participants beaucoup plus importante. Et puis surtout, on va comparer les entraînements. C'est-à-dire que pour une structure donnée, par exemple, je sais pas, les pronoms objets, on va comparer la progression de l'enfant sans entraînement particulier. Donc, ça sera un groupe d'enfants. Puis il y aura un autre groupe d'enfants qui aura eu un entraînement implicite sur les pronoms objets, mais on ne lui explique pas les règles de fonctionnement de cette structure. Et puis on va comparer avec un groupe qui aura eu un entraînement explicite sur cette structure. Et ça, c'est vraiment ce qui était nouveau, parce que dans la littérature, ce type de comparaison, il n'a jamais été fait pour l'instant, même en anglais. Et donc, on espère avoir des résultats qui permettront d'avoir des implications à la fois cliniques pour améliorer la prise en charge des enfants TDL avec des traitements qui sont validés empiriquement. C'est vraiment ça le nœud du problème, c'est ça qu'on essaie de développer le plus possible. Et puis aussi des implications théoriques pour essayer de mieux comprendre, de faire avancer les théories explicatives du TDL, et notamment ici de tester cette hypothèse du déficit procédural de cette manière-là. Donc voilà, ça va, j'étais dans les temps. Du coup, j'ai le temps de remercier les enfants, leurs parents, les logopédistes, orthophonistes qui ont collaboré sur les différents projets, les étudiantes, qui étaient nombreuses, qui étaient en master de logopédie, soit à Genève, mais aussi en France, à Paris et à Tours. Et puis les différentes collaboratrices sur les projets FNS, donc on a Stéphanie Durleman, Émilie Stanford, Margaret Kiho, Mélodie Matra et Olivia Adjadj. Et puis merci aussi à vous pour votre attention à cette heure tardive.